Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce qui est bien avec la télé, on dirait que c'est tout le temps ces chapeaux de roue. C'est 3 secondes avant d'aller en ondes, on est là en train de vérifier. Alors je vous raconte parce que, tu sais, je partage tout avec vous, chers auditeurs. 3 secondes avant d'aller en ondes, j'entendais rien. Tu sais, moi, je suis ici devant mon micro en studio avec Cybèle Olivier. Bonjour Cybèle. Allô. Et de l'autre côté, il y a un mur, il y a une vitre, puis de l'autre côté, il y a la régie. Mais si je peux pas parler avec la régie, c'est comme un enfant qui est pas capable de communiquer avec sa mère. J'ai comme plus de cordon ombilical, comprends-tu? T'es désespéré? Désespéré. T'es laissé à toi-même complètement. Je crie « Maman !» comme le petit bonhomme dans un festival qui... bon, bref. On a une image. de triste mémoire. Eh bien, c'est tout ça. En fait, je vais tout vous expliquer. C'est la faute à Benoît Dutrisac. Je pense que toutes mes phrases, dorénavant, vont commencer par « c'est la faute à Benoît Dutrisac » parce que lui, Benoît, il a ses petits écouteurs fancy, comprends-tu? Pour pas être princesse Ses Léa. petites affaires, oui, pour pas avoir des gros machins sur les oreilles. Il apporte ses petits écouteurs, comprends-tu, tout blancs. Puis il les branche. Mais pour avoir ces petits écouteurs blancs qui branchent, il faut qu'il débranche les gros écouteurs noirs. Ben quand il part, il a pas une pensée pour ses collègues. Mais ça, là, c'est la même affaire que le bol de toilette. C'est avec, par exemple, quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui lève le bol de toilette, est-ce que c'est plus à l'autre de le baisser à chaque fois ou l'autre de le remonter pour l'autre? Pourquoi ce serait pas à la femme peut-être de le remonter pour par exemple, son partenaire? OK. Donc, je trouve que ça peut aller en ce sens. Non, mais c'est très bon. Ça veut dire, c'est quoi la norme? Si la norme, c'est la femme, ben il faut que le bol de toilette soit baissé. Si la norme, c'est l'homme, ben il faut qu'il soit remonté. Ce que je trouve dégueulasse quand il est remonté, c'est qu'on voit des fois un petit peu de... Aussi, je trouve ça dégueulasse. Et mais qui frotte? Non, c'est vrai. Bon, d'accord. Autre débat. La norme, donc, devrait être que 90% des animateurs de Cube utilisent les écouteurs noirs. Donc, Benoît Dutrisac se trouve dans la minorité qui utilise un petit écouteur blanc. Donc, Benoît, la prochaine fois, tu prends l'écouteur noir, tu le rebranches. Comme ça, je peux communiquer avec mon équipe et je me retrouve pas dans une situation de stress absolument épouvantable. Maintenant qu'on a partagé notre vécu d'animateur, mais moi, je partage tout avec les auditeurs. Je veux vous présenter quelqu'un qui a un nouveau métier maintenant. Et ce métier, c'est d'être animateur. Ricardo Larrivé. Bonjour, Ricardo. Hey, bonjour à vous autres. Est-ce que... un nouveau métier. Il y a quand même un bout que je fais depuis 25 ans tous les jours, c'est-à-dire d'être là, de discuter avec des gens, d'avoir des invités. Sauf que là, j'ai du temps pour faire ce que je pouvais pas faire dans mon émission de cuisine. Des fois, si je cuisinais avec quelqu'un puis qu'il me racontait une histoire formidable, ben là, j'ai 23 minutes pour arriver à un objectif précis. Ouais. Alors, on ne peut pas s'étendre sur ce sujet-là. Alors que là, autour du comptoir, à 3, je n'ai que ça comme bonheur d'écouter la passion de quelqu'un pour un sujet déterminé. J'aurais dû préciser, être beaucoup plus précise, ton nouveau boulot d'animateur d'affaires publiques. Parce que animateur d'émissions de cuisine, d'émissions de convivialité, d'émissions d'art de vivre, tu l'as non seulement fait, tu as énormément d'expérience, mais tu l'as fait dans les 2 langues, tu l'as fait avec brio, tu l'as fait avec d'excellentes codes d'écoute, tu l'as fait avec la reconnaissance du milieu. Donc, je dois préciser animateur d'affaires publiques. Donc, tu as commencé vendredi dernier sur les ondes de Télé-Québec à 2 hommes en or et Rosalie. Donc, tu es un des 2 hommes en or. Comment ça s'est passé? Es-tu, autrement dit, sur 10, sur une échelle de 10, tu te donnes combien pour ta première émission? Je me donne la note de passage parce que j'ai survécu. J'avais jamais été aussi nerveux depuis longtemps, mais tu sais, une belle nervosité, un stress que tu choisis, un stress qui est en fait qui te pousse à te dépasser. Tu sais, je veux dire, j'ai dit oui à cet emploi-là avec
la conscience de ce que ça allait amener, puis j'ai été vraiment ravi. Je dois t'avouer que quand je me suis couché vendredi passé, en fait, on enregistre le jeudi, hein. Oui. Comme moi, hier soir, on a tourné, puis je me suis couché à 1h du matin, mais l'émission 2, mais quand je suis revenu chez moi, j'avais un blackout. Je ne me souvenais de rien. Je comprends la sensation. C'était étrange parce que vraiment, là, j'étais tellement dans ma bulle, puis concentré, puis je rencontrais quelqu'un qui est extraordinaire, un grand chirurgien, un des meilleurs. Oui, ils sont 3 au Québec, ils sont peut-être 8 en Amérique du Nord. Fait que tu sais, t'as envie que cet homme-là, qui est fantastique, soit pas déçu de son entrevue. Puis, fait que je l'ai pris comme un grand défi personnel. Puis c'est un défi que je vais renouveler comme ça à chaque semaine. Hier, j'ai déjà eu plus de bonheur, de conscience du bonheur parce que il y avait pas juste. Je vois ça un peu comme les vacances. Quand tu veux vraiment te reposer, tu vas à la même place plusieurs fois. Tes acquis sont là, tu sais où tu vas aller manger. Alors que là, tu rentres dans le studio, tu sais tu t'assois où. C'est comme le physique de l'affaire te calme et il te reste juste le contenu de l'entrevue à maîtriser. Alors justement, c'est très particulier faire des entrevues affaires publiques. C'est quoi le meilleur conseil que quelqu'un ou quelqu'une t'a donné pour faire ce virage-là puis mener à bien des entrevues? Mettons le meilleur conseil puis le pire conseil que quelqu'un t'a donné. Bien, dans le cas qui nous concerne, moi, je travaille avec Rosalie puis Jean-Philippe. C'est leur métier dans la vie depuis très longtemps. Ça fait 12 ans. C'est la 12e année. Hier, on a enregistré la 263e émission. Donc, le meilleur conseil, c'est Rosalie puis Jean-Philippe qui m'ont dit « Hey, fais-toi-en pas, là. C'est pas de la chirurgie au cerveau. On est 3. C'est juste la télé. Ouais. On est 3 pour rencontrer quelqu'un qu'on a invité, qui a accepté de venir. Donc, il y a une partie qui est beaucoup plus du bonheur de cette rencontre-là. Parce que c'est affaires publiques, oui, mais c'est aussi très culturel, c'est social, c'est, tu sais, je veux dire, on veut rencontrer, je sais pas moi, le directeur, mettons, de Centraide. Ben, je veux dire, c'est pas un homme à controverse. Il vient nous raconter, je dirais, son problème face à comment je peux régler la pauvreté. Puis ça, c'est le fun de se retrouver à 3 comme ça. Mauvais conseil, il n'y a pas personne qui m'a comme donné un mauvais conseil. La plupart des gens, je sentais une curiosité qui me disait on a bien hâte de voir comment tu vas être dans ça, comment ça va se passer. Puis, mais moi, en même temps, tu sais, tu t'en vas vers la soixantaine. Moi, je sais très bien que dans la vie, tu peux ne faire qu'une chose, c'est le meilleur de ce que tu es. Si le meilleur que je peux offrir n'est pas assez, ben c'est pas grave, tu fais d'autres choses. Mais si tu pars avec ce principe-là, est-ce que en ce moment, je donne tout ce que j'ai? Puis la réponse, c'est oui, ça peut pas mal aller. Brigitte, ta conjointe de longues années, ta partenaire en affaires, la mère de tes enfants, une femme exceptionnelle, est-ce qu'elle était fière de toi? Est-ce qu'elle t'a trouvé bon? Elle était nerveuse. Plus nerveuse que toi? Elle était nerveuse, oui, mais tu sais, dans un couple, on est toujours protecteur de l'autre, on veut que l'autre soit bien, on peut pas. Puis moi, elle sait que les commentaires sur les médias sociaux, ça m'affecte. Ah oui? C'est quelque chose. Moi, ça m'a toujours tellement que, mettons Facebook, là. Je suis des groupes, mettons Patrimoine Québec, Plantes et trucs je suis des groupes comme ça où je vais lire parce que je trouve ça intéressant, j'apprends des affaires. Et quand quelqu'un pose une question, puis je dis, elle est intéressante sa question, puis je vais aller voir la réponse, puis que je vois qu'il y a des innocents qui tombent sur la tête de cette personne-là pour sa question, je viens agressif ou fâché ou déçu. J'y vais plus lire ces commentaires-là parce que je me dis, il y en a trop qui ont pas de vie puis qui écrivent n'importe quoi. Alors, c'était sa crainte. Elle dit là, s'il va lire des commentaires négatifs, il va être malheureux, mais j'y vais plus les lire. Alors, moi, j'ai juste dans le bonheur.
Comment tu t'es soigné de cette dépendance aux commentaires sur les médias sociaux? Qu'est-ce que ça a pris? Parce que ça peut être très... je pense à différentes personnalités publiques qui allaient constamment valider, parce que c'est ça qu'on cherche quand on va voir ces commentaires-là, qui cherchent une validation puis qui en ont vraiment tiré de la dépression, parce que ça peut être extrêmement violent. Comment tu t'es soigné de ça? Comment t'as dit, c'est fini, j'y vais plus? Ben, j'ai décidé d'éliminer, j'ai enlevé ça de sur mes téléphones, mon téléphone puis ma tablette. Je l'ai enlevé, puis ça veut pas dire que c'est pas important pour moi. Alors, je fais encore des vidéos, je fais des trucs pour différentes plateformes. Je la fais, puis je la donne à Alexandre, qui est le responsable de ça chez nous. Et lui, il va la mettre en ondes, il va lire les commentaires. Mon équipe, il y a une équipe chez Télé-Québec qui lit. Moi, de mon côté, j'en ai une. Puis je dis, je veux tous les commentaires. Si il y a quelque chose que je peux améliorer, si ma question est trop longue, trop courte, tout ce qui concerne le métier, que ce soit une recette, peu importe, j'aime les commentaires. On aime ça, les commentaires positifs. Mais on vit dans un métier où si tu n'acceptes pas la critique du métier, fais d'autres choses. Puis ça, je trouve ça motivant à la limite. Tu sais, si tu me dis, Ricardo, ton entrevue, puis je l'écoute comme quelque chose de positif, même si des fois, tu sais, c'est difficile d'entendre la vérité, c'est tout le reste que ils vont m'éviter. Ils vont pas me raconter, ils ont pas aimé tes cheveux, ta chemise, tes affaires. Tout ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Mais les commentaires où je peux m'améliorer, ça, j'ai un rapport qui m'arrive à chaque fois que je fais quelque chose de public. Brigitte, elle m'écoute, je fais quelque chose, je te parle en ce moment. Elle nous écoute, Brigitte. Elle écoute toujours tout ce que je fais. Tu sais, Bonjour, ce matin, Brigitte. j'étais avec... Oui, mais puis elle va me faire un commentaire après. C'était super bien ou laisse-la parler ou peu importe. Tu sais, je vais avoir... Arrête de l'interrompre! Arrête de l'interrompre. Mais ça, je trouve ça le fun. Puis chez nous, il y a une fille, Nathalie Carbonneau aussi, chez nous, qui est vraiment aussi celle qui est le plus proche de moi pour tout ça. Elle avec, je m'attends à avoir son commentaire le lendemain parce que le but, c'est de s'améliorer, pas développer des béquilles. Ça. Oui, ben, bonjour Ricardo Larrivée, Cybelle Olivier en studio avec Sophie. J'avais un commentaire à vous faire justement de positif que, ben, en fait, on est écoutés. Il y a des gens qui nous communiquent en direct et il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Hélène de la Prairie, qui vous dit qu'elle vous a trouvé excellent à Deux hommes en or, qu'elle vous a beaucoup aimé. Alors ici, à qui vous avez déjà une première fan. Et si tu me permets, Sophie, moi, j'avais une petite question pour vous aussi. Étant donné que vous arrivez dans une dynamique d'une équipe qui est déjà construite, qui travaille ensemble depuis longtemps, vous voulez arriver, j'imagine, avec une couleur, une touche, une intention. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez amener dans ce trio-là? Avec votre bagage, de ce que vous avez fait avant, justement, toutes ces années-là d'expérience, mais dans un contexte différent qu'affaires publiques. Là, vous allez amener quoi, vous, à Deux hommes en or? Avez-vous quelque chose de clair? Ben déjà, moins obsédé par les cheveux que Jean-Philippe Vautier, là. Déjà, ça va être bien. C'est épouvantable. Mais non, mais en fait, j'ai pas pensé à quelque chose que je voulais amener. Je me suis surtout dit que j'avais envie d'arriver là avec de l'humilité. Dans le sens où j'aime communiquer des informations, mais je commence quelque chose. Alors, je veux faire en sorte que les gens voient l'effort que je mets, apprécient, voient peut-être même l'amélioration au fil des semaines. Il y a une chose aussi qui est importante pour moi, toute ma vie, puis dans notre entreprise, notre mission, on s'est dit, c'est que les gens mangent ensemble, les rassembler autour de la table, famille, amis. J'ai envie d'être un élément fédérateur, être constructif autour de la table. Moi, j'ai pas envie d'être le rôle de quelqu'un un journaliste qui cherche, tu comprends, à avoir la vérité sur quelque chose. Moi, si quelqu'un vient, admettons, puis que il est controversé sur un sujet, je vais entendre sa version, je vais poser les questions, mais j'ai pas à être, je pense que tout est dans le ton. Tout se demande dans la vie. Puis tu sais, si tu poses la question 3 fois puis que la personne ne répond pas, on a notre réponse. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. On sait que ça va être du Ricardo Larrivée, que t'occupes la place qui était Patrick Lagacé. Patrick Lagacé a son style, Vautier a son style, Rosalie a sûrement son style. Tu sais, je veux dire, chacun a sa touche, puis bon, ça va être du Larrivée, puis du Larrivée qui va aussi évoluer.
J'aimerais ça qu'on parle de quelque chose parce que j'ai lu différentes entrevues ou j'ai entendu différentes entrevues que tu as faites et quand on te parle de politique, tu dis souvent j'ai un petit côté Mario Dumont et ça évidemment comme Mario, premièrement, moi je suis aussi politiquement très Mario Dumont que j'ai toujours pleuré le fait qu'il soit pas devenu premier ministre du Québec et que en plus c'est un collègue et un ami personnel. Je veux savoir qu'est-ce que tu entends toi quand tu dis là, ces mots-là, j'ai un côté Mario Dumont, c'est quoi ta définition? C'est quoi, d'où tu te situes près de Mario? Ben, c'est-à-dire que je dis toujours que je suis un mélange en différentes choses, dans le sens où je suis vraiment un social-démocrate où je suis heureux de donner une grande partie de mon salaire pour des impôts si ces impôts-là sont bien dépensés puis qui vont donner une chance égale à tout le monde pour l'éducation, la santé. Bon, ben tu dois pas être content en ce moment. Tu dois pas être content en ce moment parce que t'en donnes une méchante brassée chaque année, puis le système d'éducation est tout croche, puis le système de santé et s'en va chez le diable. Absolument. Fait que oui, effectivement, des fois, je me réveille vraiment pas super content, puis je rage, mais c'est pas grave, je participe aussi à travers le Lab École, à travers différentes affaires. J'aime beaucoup la politique. Je suis très politisé dans la façon de penser. Hier, on a eu le plaisir d'avoir une ministre qui est là. C'est Jean-Philippe qui faisait l'entrevue, mais même avant puis après, j'ai des questions, ça m'intéresse. J'aime le franc-parler de Mario. En ce moment, oui, c'est facile de dire « Ah oui, mais quand tu es devenu un analyste, tu sais, t'as franc-jeu, t'as pas d'électeurs à plaire. » Mais Mario était pas comme ça non plus en politique. Ben Mario, c'était le gros bon sens. C'était le gros bon sens. Et des fois, on regarde nos politiciens, puis le seul en ce moment qui propose le gros bon sens, on n'a peut-être pas envie de son gros bon sens à lui. Non, mais en fait, c'est que effectivement, le côté, je dirais, conservateur de la belle époque de Mulroney, quasiment, là, on est tout à fait. Tu sais, comme les républicains étaient très différents sous Reagan, oui. Tu avais l'impression que, tu sais, au Québec, on était habitué d'avoir une alternance entre le Parti québécois puis les partis libéraux, puis c'était correct parce que ni d'un bord ni d'autre, c'était extrême. Voilà. Alors que là, des fois, au fédéral ou les Américains, on se dit, là, on a comme moins de milieu. Puis Mario, c'est un gars légèrement plus à droite, mais quand même centré, tu sais, qui était là pour le gros bon sens. Tu sais, je veux dire, ça, pour moi, ça me plaît. Puis comme c'est un ami aussi, ben j'aime ça avoir quelqu'un avec qui, à la limite, je peux débattre d'idées, puis de pas avoir raison nécessairement. Puis c'est intéressant d'avoir des gens avec qui on peut débattre. C'est pour ça que des émissions, la tienne, vos émissions, t'écoutes ça, pour moi, c'est ça, ça n'a pas d'importance d'être d'accord ou pas. Le plus important, quand je t'écoute, c'est de dire, j'en pense quoi, moi, de ça? Voilà, c'est d'être exposé à différentes idées. Évolué. On a le droit de changer d'opinion au fil des... En fait, c'est la beauté de l'affaire. À force d'être exposé à différentes idées, tu peux te déplacer vers la gauche, vers la droite, puis avancer là-dedans. Puis ça, c'est bien intéressant. Puis si je ramène ça à Deux hommes en or, on est quasiment en trois générations. Tu sais, Jean-Philippe, encore des jeunes enfants, un père séparé. Rosalie, une jeune femme brillante qui commence, qui a pas encore d'enfants. Moi qui a plus d'enfants à la maison. Tu sais, on est chacun a des étapes différentes de notre vie, homme-femme. Moi, je suis sur la rive sud, ils sont à Montréal. Je trouve que ça peut faire des beaux mélanges pour qu'il y ait des opinions différentes. Voilà, puis t'as pas mal de plus de cheveux blancs quand même que Jean-Philippe, fait que ça fait comme 3 générations, ça fait grand-papa, papa, et tu sais, comme les papas ours, les 3 générations. Écoute, Ricardo, évidemment, je t'ai en face de moi, donc je veux qu'on parle quand même un petit peu d'alimentation. La grosse préoccupation des gens en 2024, c'est comment j'arrive à faire mon panier d'épicerie sans devoir réhypothéquer la maison que je n'ai pas, parce que de toute façon, j'ai pas les moyens d'avoir une maison. Toi, à travers toutes les années de Ricardo, est-ce que tu as comme des recettes infaillibles où les gens peuvent manger pour pas cher, puis des recettes, mettons, qui traversent le temps, qui font en sorte que en 2025, on peut s'alimenter de façon équilibrée, savoureuse, puis que ça coûte pas cher? Ben, coûte pas cher, c'est difficile. Je dirais que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la meilleure recette
pour notre santé et notre portefeuille, c'est celle qu'on va faire. Déjà, si on coupe le plus possible de produits transformés et qu'on le fait, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'estime de soi. Et c'est drôle parce que j'ai fait un truc récemment là-dessus où justement je disais, on peut changer non seulement notre vie, mais la société en général en mangeant ensemble. Il y a moins de stress, diminution de l'anxiété, des couples plus heureux, des enfants qui réussissent mieux à l'école, ça diminue le décrochage scolaire. Il y a une liste ça de longue juste sur le manger ensemble. Ensuite de ça, sur le site, nous on voit, tu sais, c'est des centaines de millions de clics par année à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe qui viennent sur notre site. On a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens aussi, toute l'Europe francophone, même en Afrique, au Maroc, partout où il y a du français, les gens viennent sur le site. C'est pour ça qu'on l'a vraiment fait un vrai métrique maintenant, parce que on voulait être sûr que tous ceux qui viennent de l'extérieur du Québec puissent avoir accès à nos recettes. Donc, on voit les gens mangent quoi exactement? Ben, le bœuf n'est même plus dans le top 10 des protéines qu'on va manger. T'es pas sérieux? Le bœuf est même plus là. Le tofu est dans le top 3 maintenant. Mais ça, c'est un changement énorme par rapport à quand tu as commencé. Énorme, là. Tu sais, je veux dire, alors, quand tu dis, OK, le tofu, pourquoi? Ben, parce que tu peux l'émietter, le faire griller, puis ça te fait un tacos pas mal moins cher qui a le même plaisir, ou des fois de faire un moitié-moitié. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la viande hachée. Je suis un gars qui aime beaucoup toutes les viandes hachées parce que souvent, c'est moins cher. Ça peut aller autant en boulettes qu'en asiatique, qu'en ce que tu veux en termes de saveur. Tu peux bien mélanger, par exemple, un tofu bien émietté, là, un ferme défaite, avec ta viande hachée. Tu coupes ta protéine animale de moitié. C'est moins cher, mais tu as tout le côté protéiné parce que c'est important d'avoir de la protéine, sinon tu as faim. Qu'on sent pas. Tu sais, les enfants, quand tu étudies, je dis enfants, peu importe qui, dans ton lunch, ça te prend des protéines. Alors ça, on le voit qu'il y a une grosse poussée et les gens considèrent plus le tofu comme un truc granola. Alors maintenant, c'est le sétan. Le sétan, c'est l'affaire granola. Ouais, le sétan puis le tempeh, là. Non. Alors, j'ai beaucoup aimé ton petit lapsus. T'as dit tofi au lieu de tofu. C'est comme un tofu au caramel. Alors, ici, Tofi du Rocher qui te dit merci beaucoup, Ricardo Larrivée. C'est toujours un plaisir de te parler. Je t'embrasse. Et puis, on va continuer à t'écouter le vendredi à Deux hommes en or. Et aussi à continuer à te suivre de toutes les déclinaisons de Ricardo, parce que tu es quand même actionnaire minoritaire. Tu continues quand même là-dedans et tous tes beaux projets. Merci, je t'embrasse. Merci à vous deux. Merci, bye bye.